Alors là, on vient de voir un peu les quelques parallèles qui se dégageaient entre la démarche de la transition et la démarche poétique. Je voudrais maintenant euh, exposer rapidement quelques forces ou pouvoirs qu'on peut voir dans la poésie. Euh, alors je vais résumer ça assez rapidement. On pourra revenir dessus après. Ce que je voudrais dire, c'est que si je me permets de parler de la poésie comme ça, de façon assez générale, c'est un parti pris qui vient d'une part, parce qu'on l'a vu, c'est un genre et un art littéraire qui a certaines contraintes formelles, une histoire, des traditions, et donc dont on peut penser qu'il génère une certaine structure de pensée. Et à côté de ça, je le vois aussi comme un tempérament, un rapport au monde, ou même on pourrait dire un métier de vivre. Métier de vivre, c'est le titre d'un livre de Cesare Pavese, son journal. Et donc si on la voit comme un métier de vivre, on peut considérer que comme tout métier, elle engendre des sortes de déformations professionnelles. Voilà. Donc c'est sur cette base que je me permets de parler de la poésie comme ça. Alors je vais reprendre trois niveaux que j'aime bien, qui sont dans le manuel aussi, qui sont la tête, le cœur et les mains. Vous parler un peu de ces forces que je vois dans la poésie. Il y a un premier niveau, celui de la tête, niveau intellectuel, ou on pourrait même dire épistémologique, de la science, un rapport au savoir. Il y a dans la poésie une vraie force analytique. Comme l'écologie, elle s'attache, elle essaie d'aller un peu plonger dans la trame des choses, essayer de voir les ingrédients, de faire des investigations dans le tissu du réel. Et donc là, c'est particulièrement important, ça peut paraître, cette force analytique-là, particulièrement important à une heure où on peut voir une sorte de clone artificiel du monde qui se substitue au monde vivant, au processus, aux organismes vivants. Et donc, une heure où on a de plus en plus besoin, où on est de plus en plus dans l'anxiété de connaître les ingrédients qui composent notre univers. Ensuite, à côté de cette force analytique, il y a une vraie force synthétique qui relie les choses entre elles. La poésie tisse des correspondances, génère du symbole, et ça c'est particulièrement important à une époque où le savoir est de plus en plus fragmenté, sectorisé, et où les disciplines qui essaient justement de relier, comme la systémique, comme l'écologie, comme la pensée de la complexité, eh bien, produisent des notions complexes. Des notions complexes qu'on peut avoir du mal à aborder par un discours purement argumentatif, et c'est là où il devient utile de trouver de bonnes images. On peut penser qu'une image vaut mieux qu'un long discours. Donc la poésie aide aussi à rénover les images avec lesquelles on pense le monde et à résumer, faire sentir des concepts assez ardus, voilà, de façon imaginaire ou en tout cas en équilibre entre l'intellectuel et le sensible et l'incarné. Alors il y a un deuxième niveau ensuite, après ce niveau intellectuel, qui est le niveau moral, le niveau du cœur ou du courage. Niveau du cœur, la poésie est le domaine du par cœur. Pendant longtemps, voilà, ça a été ce qu'on apprend. Et le vers et la rime peuvent être considérés comme des trouvailles mnémotechniques. Alors ça, c'est assez important dans une époque aussi où on externalise de plus en plus notre mémoire. Donc il y a cette force mémorielle dans la poésie qui fait fonctionner le muscle de la mémoire, mais aussi qui capture et qui véhicule la mémoire des histoires, donc des reflets de temps, des mythes, des moments historiques. Ensuite, une force du cœur, parce qu'elle initie à certaines valeurs. Des valeurs qui sont liées donc à ce rapport au monde, des valeurs de lenteur, de sobriété, un autre rapport à l'extériorité, qu'elle soit animale, végétale, cosmique. Et donc en fait, ça la ramène à une autre manière d'habiter le monde, d'y être présent, à une autre manière de voir. Et c'est le poète Alain Jouffroy qui disait « Le voir est un autre pouvoir dont nul ne s'est emparé ». Alors ça c'est assez intéressant parce qu'on voit l'ambiguïté du mot pouvoir dans ce vers. Pouvoir, en tout cas en anglais, power, c'est l'énergie aussi.
Donc on voit que la poésie, par cet autre rapport au regard, etc., nous initie à un autre type d'énergie, nous donne une autre énergie, qui est cette énergie du voir, qui est une énergie propre et non pas une énergie fossilisée ou artificielle. Et c'est pour ça qu'on peut penser que cette poésie renforce et aguerrit considérablement. Et c'est le poète Christian Bobin qui dit « Les contemplatifs sont les guerriers les plus résistants et les plus résilients, parce que justement, eux, ils ont trouvé cette autre source du pouvoir, cette autre source de l'énergie vitale, qui est beaucoup plus abondante et illimitée. C'est là où on retrouve l'illimité dans le limité. C'est aussi le poète Sylvain Tesson qui dit « Les poètes sont en avance sur la décroissance ». Et alors l'exemple qu'il dit, c'est qu'effectivement, quand je vais me balader et que je contemple les libellules et que je bulle, mon empreinte carbone, elle est zéro. Elle est de zéro. Voilà, donc une sobriété, elle initie à certaines valeurs, et c'est évident aussi quand on voit au niveau purement matériel, la poésie, pour la faire, on n'a pas besoin d'écran, on n'a pas besoin de caméra, ça c'est un luxe. Voilà, on a besoin de quoi? Des bouches et des oreilles, peut-être au pire un feu de cheminée, voilà, pour les veillées poétiques, ou du vin pour certains poètes, comme le poète Omar Khayyam, un poète persan qui est bien aviné, voilà, quelques-uns d'autres. Mais bon, sobriété matérielle également. Une autre dimension qu'on peut rapporter au cœur, c'est la dimension consolatrice. Il y a une vraie vertu d'apaisement, donc qui peut être utile pour lutter contre l'effondrement ou dans des périodes où on sait qu'on va au devant de chocs importants. Et là, on retrouve le parallèle ou la proximité de la poésie et des poèmes, surtout avec les prières. Et on peut là se remémorer certains témoignages, notamment de prisonniers de camps de concentration, où Stéphane Hessel qui raconte à quel point, dans ces moments très exigeants, les poèmes ont été là pour affermir et garantir leur rapport au réel, garantir le fait que leur esprit fonctionne encore, et c'était le lien avec toute leur vie d'avant. Donc on trouve cette proximité forte avec la poésie. Il y a une mobilisation de la mémoire et puis une forme litanique, quasiment auto-hypnotique, qui mobilise et aide dans des contextes de survie. Et alors cette dimension consolatrice, elle est aussi liée à l'intensité existentielle qu'on peut trouver, qui est encapsulée comme ça dans les poèmes, et surtout, alors pas dans tous les poèmes, là on ne peut pas généraliser, mais surtout dans un courant de poèmes de poésie contemporaine qu'on appelle la poésie de la présence, dont le poète Christian Bobin dit que la poésie opère sur la pointe la plus fine du réel. Donc c'est une poésie qui s'attache à capturer des moments de vie dans son côté qualitatif extrême, ce qui fait l'intensité de la vie, ou c'est un autre poète, je ne sais plus lequel, qui dit ces moments où l'on tremblait parce qu'on était vivant. Voilà, et donc c'est cet acharnement à capturer des moments de présence pleine qui donne aussi à la poésie une vraie force énergétique. Et alors c'est en partie là-dedans aussi qu'elle puise son élan subversif. C'est assez important de voir que la poésie, comme j'ai dit au début, c'est pas simplement quelque chose de gentillet, de désuet, on n'est pas dans le fleur bleu ou l'angélisme, qui a une vraie capacité d'ébranlement et de fissuration, qui est en fait le pendant et le préalable à la capacité créatrice. C'est un Valère Novarina qui disait « La littérature, c'est rendre le sol peu sûr ». La poésie, on peut l'inclure dans la littérature, et voir le sol peu sûr, c'est voir le sol se fissurer sous nos pas ou sous nos pieds, mais ça peut être aussi un sol coquille d'œuf qui se fissure pour faire germer ou faire affleurer quelque chose de nouveau. Voilà. Et alors le troisième niveau dont on peut parler, on a dit la tête, le cœur et les mains. Dans les mains, il y a un vrai pouvoir. On a dit la poésie, c'est la création, non seulement la création artistique, mais aussi la fabrication artisanale, dans son sens originel grec. Donc on trouve un pouvoir de création matérielle et une influence profonde sur le mode de vie et sur nos propres productions. C'est comme si la poésie se respirait, se sécrétait, se cristallisait. Et là, on voit une boucle
se faire entre, comme on l'a dit tout à l'heure, ceux qui nous habitent et ceux qu'on habite. Et ce qu'on peut voir aussi, c'est que, comme je dis, des fois, la poésie se passe de mots, elle peut être juste une dimension poétique, un rapport à la vie, qui se traduit des fois uniquement dans le monde matériel. Pas dans le monde littéraire, pas dans les mots, mais voilà, il y a des gens qui la respirent ou qui la traduisent en signes poétiques, dans la manière dont ils arrangent leur habitat, ou dans leur métier de vivre, quoi, dans la manière dont ils pratiquent leur métier de vivre. Et alors là, on peut penser à un très court poème de Guy Evic qui nous disait « Je vous donnerai des poèmes où vous vivrez comme l'olivier vit dans sa terre. Vous y gagnerez de faire vous aussi vos olives. » Donc on voit bien cette boucle se faire entre la poésie et en fait quelque chose qui moi m'apparaît comme étant l'écologie, quoi. La manière de vivre écologique et le rapport au monde politique. Voilà, donc si on mesure un peu toutes ces, comme on vient de le faire, toutes ces forces et ces ressources qu'on trouve dans la poésie, on peut la voir finalement comme quelque chose, comme un conservatoire ou un laboratoire spirituel laïque. Alors ça me paraît assez important. Pourquoi ? Parce que, et c'est peut-être ce qui lui donne son côté désuet des fois, elle ose aborder ou elle ose prononcer des mots qui sont devenus tabous, des mots qui sont devenus des gros mots, comme beauté, vie, éternité, présence, âme. Et comme la religion, on l'a vu, alors la poésie n'a pas de clergé, de dogme, de révélation, tout ce qu'on veut, mais elle s'attache à relier, selon le sens étymologique de la religion, et à construire un peu la toile cohérente d'un univers de vie. Donc on peut faire, dans nos mondes actuels où on essaye désespérément de trouver des ressources spirituelles aussi, on peut faire du yoga, du qigong, d'essayer ce qu'on veut, mais on peut aussi redécouvrir la poésie comme une forme de spiritualité laïque qu'on aurait sécrétée au sein de notre propre culture.